La France connaît un déficit budgétaire persistant depuis plus de 50 ans, avec seulement quelques années de surplus, principalement entre 2000 et 2002. Ce déséquilibre n'est pas occasionnel. Il est inscrit dans la logique même du modèle social français, où les dépenses publiques représentent près de 57% du PIB, soit l'un des niveaux les plus élevés de l'OCDE. Les transferts sociaux, les retraites, la santé et l'éducation absorbent plus de 80% du budget de l'État, laissant peu de marge pour les investissements productifs ou la modernisation des infrastructures. Le déficit structurel, c'est-à-dire celui qui subsiste même en période de croissance, s'élève aujourd'hui à environ 5,5% du PIB, bien au-delà de la limite de 3% fixée par le traité de Maastricht. Ce n'est pas un problème de conjoncture, mais une faille systémique. Les recettes fiscales, malgré leur niveau élevé, ne suivent pas la courbe des dépenses. La pression fiscale atteint 45,5% du PIB, ce qui décourage l'entrepreneuriat et freine l'investissement privé. Les impôts sur les sociétés, les cotisations sociales et la TVA sont les trois piliers du financement public, mais ils sont de moins en moins efficaces face à l'évasion fiscale, la fraude et la délocalisation des entreprises. Les grandes entreprises bénéficient de nombreuses exonérations, tandis que les PME et les ménages supportent la majeure partie du fardeau fiscal. Cette inégalité de traitement affaiblit la légitimité du système et réduit la volonté de contribuer. Le financement du déficit repose aujourd'hui sur l'emprunt à long terme, via l'émission d'obligations d'État. En 2024, la dette publique française s'élève à 113% du PIB, soit plus de 3 000 milliards d'euros. Chaque année, près de 60 milliards d'euros sont consacrés au seul paiement des intérêts sur cette dette. Une somme supérieure au budget de la justice, de la culture et des transports combinés. Ce mécanisme crée une spirale. Plus on emprunte, plus les intérêts augmentent, plus il faut emprunter pour les payer. Ce n'est pas un cycle de croissance, mais un cercle vicieux qui érode la souveraineté budgétaire. Les réformes successives depuis les années 90, qu'il s'agisse de la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques ou des efforts de rigueur sous Sarkozy ou Macron, ont toujours été partielles et temporaires. Elles visent souvent à réduire le déficit à court terme, sans toucher aux causes profondes. La rigidité des dépenses, la faible productivité du secteur public et l'absence de priorisation des dépenses. Aucune réforme n'a réussi à instaurer une culture budgétaire fondée sur l'efficacité, la transparence et la responsabilité. Le résultat ? Un système qui fonctionne, mais qui se dégrade lentement. L'Union européenne impose des règles strictes, mais l'application en France est sélective. La Commission européenne a plusieurs fois alerté Paris sur son non-respect des engagements de stabilité, sans jamais imposer de sanctions réelles. Cette tolérance renforce une illusion. Celle selon laquelle le déficit peut être ignoré tant que les taux d'intérêt restent bas. Or, avec la montée des taux mondiaux et l'inflation résiduelle, cette situation devient intenable. L'Europe ne sauvera pas la France si elle ne se sauve pas elle-même. Les institutions publiques françaises manquent de capacité d'analyse stratégique. Les ministères travaillent en silo, les budgets sont votés année après année sans vision pluriannuelle, et les évaluations d'impact des politiques publiques sont rares ou superficielles. Il n'existe pas de système centralisé permettant de mesurer la performance réelle des programmes sociaux ou d'infrastructures. Sans cela, aucune réduction du déficit ne peut être durable. On coupe là où c'est visible, pas là où c'est nécessaire. Les citoyens ne comprennent pas toujours pourquoi leurs impôts augmentent alors que les services publics semblent se détériorer. Ce décalage entre perception et réalité alimente la méfiance envers l'État. Pourtant, les données montrent que la qualité des services, éducation, santé, transport, n'est pas directement corrélée à leur coût. Ce sont les inefficacités administratives, les doublons et les mauvaises allocations qui gaspillent les ressources, pas un manque de financement. Réformer, c'est donc d'abord optimiser, pas augmenter. Le système de protection sociale, bien que protecteur, est devenu excessivement complexe. Plus de 400 régimes différents coexistent pour les retraites, les assurances maladie et les allocations familiales. Cette fragmentation génère des coûts de gestion astronomiques, des inégalités entre catégories professionnelles et une difficulté à adapter les prestations aux besoins réels. Une rationalisation globale, avec un régime unique et des critères universels, permettrait d'économiser jusqu'à 15 milliards d'euros par an, selon l'INSEE. Les collectivités territoriales, départements, régions, communes représentent près de 30% des dépenses publiques totales. Mais leur autonomie financière est limitée. Elles dépendent largement des transferts de l'État,
tout en étant tenus de remplir des missions obligatoires, sociales, scolaires, transports. Cette dépendance crée une double faiblesse. Elles ne peuvent pas agir en amont pour prévenir les coûts, et elles n'ont pas les moyens de contrôler leur propre efficacité. Une réforme profonde de la décentralisation fiscale est urgente. Enfin, l'absence de débat public structuré sur les choix budgétaires empêche toute prise de conscience collective. Les décisions sont prises en coulisses, sans consultation des experts indépendants, sans audit citoyen, sans transparence sur les priorités. Le citoyen est traité comme un simple financeur, pas comme un acteur du projet national. Sans démocratie budgétaire, aucune réforme sérieuse n'est possible. Le déficit n'est pas seulement une question technique, c'est un problème de gouvernance. Les dépenses publiques en France sont dominées par 3 secteurs: la protection sociale, l'éducation et la sécurité. Ensemble, ils représentent plus de 70% du budget de l'État. Dans la protection sociale, les retraites absorbent à elles seules 14,5% du PIB, soit 350 milliards d'euros par an. Ce chiffre ne diminue pas malgré la baisse de la population active. Il augmente, car les pensions sont indexées sur les salaires, pas sur l'inflation, et les durées de cotisation n'ont pas été ajustées à l'allongement de l'espérance de vie. La santé représente 11,5% du PIB, avec un taux de dépenses par habitant supérieur à la moyenne européenne. Pourtant, les résultats en termes de santé publique sont moyens. Attentes trop longues, accès inégal aux soins, surutilisation des hôpitaux pour des cas bénins. Le système est financé par des cotisations salariales et des impôts, mais la maîtrise des prix des médicaments, des actes médicaux et des équipements reste faible. Les laboratoires et les fournisseurs bénéficient de marges élevées, sans contrepartie de performance. L'éducation nationale consomme près de 6% du PIB, soit environ 150 milliards d'euros. Pourtant, les résultats PISA montrent une stagnation voire une baisse des compétences des élèves, notamment en mathématiques et en sciences. Les écarts entre zones urbaines et rurales persistent, et les effectifs par enseignant sont parmi les plus élevés d'Europe. Le problème n'est pas le financement, mais l'organisation, la centralisation excessive, la formation insuffisante des enseignants, et l'absence de mesure de la performance des établissements. Les dépenses liées à la sécurité et à la justice représentent 2,5% du PIB, soit environ 60 milliards d'euros. Malgré cette dépense, la France a l'un des taux de criminalité les plus élevés d'Europe occidentale, et les délais judiciaires sont parmi les plus longs. Les prisons sont surpeuplées, les forces de l'ordre sous-effectives, et les technologies de surveillance et d'analyse criminelle sous-investies. Là encore, le problème n'est pas le montant, mais l'efficacité. Les subventions aux entreprises, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de l'industrie, s'élèvent à plus de 40 milliards d'euros par an. Beaucoup de ces aides sont obsolètes. Certaines soutiennent des activités en déclin, d'autres profitent à des groupes déjà rentables. Le contrôle de leur impact économique est quasi inexistant. Le système de niche fiscale, plus de 1000 au total, coûte plus de 80 milliards d'euros par an, soit l'équivalent du budget de la défense. La plupart ne créent pas d'emplois supplémentaires, mais déplacent simplement des revenus. Les dépenses d'infrastructures publiques, routes, chemins de fer, réseaux numériques sont sous-financées relativement aux besoins. La France investit moins de 2,5% du PIB en infrastructures, contre 3,5% en Allemagne et 4,2% en Corée du Sud. Les projets sont retardés, les coûts dépassés, et les études d'impact souvent négligées. Le TGV est un succès, mais il est exceptionnel. La majorité des lignes régionales sont obsolètes, les ponts vieillissants, et les réseaux de fibre optique incomplets dans 40% du territoire. Les dépenses militaires, bien que nécessaires, sont mal gérées. Avec un budget de 45 milliards d'euros, la France dispose d'une armée moderne, mais ses équipements sont coûteux et peu interopérables. Les programmes de défense, comme le futur avion de combat NGF ou le porte-avions Charles de Gaulle, connaissent des retards chroniques et des surcoûts. Le système d'achat public militaire est lent, bureaucratique, et peu flexible face aux menaces contemporaines. Les administrations centrales et locales comptent plus de 5 millions de fonctionnaires, soit 19% de la population active. Ce chiffre inclut les enseignants, les policiers, les agents de la santé et les employés des collectivités. Leur rémunération est stable, mais leur productivité n'est pas mesurée. Les réformes de la fonction publique se limitent à des ajustements de carrière, pas à une transformation des modes de travail. L'absence de performance individuelle,
de mobilité géographique et d'évaluation externe freinent toute amélioration. Les dépenses liées à l'immigration et à l'intégration sont souvent surestimées. En réalité, elles représentent moins de 0,7% du PIB, soit environ 15 milliards d'euros. La majorité de ces sommes servent à la protection sociale des migrants, à l'apprentissage du français et à l'insertion professionnelle. Pourtant, elles sont présentées comme un poids économique, alors que les études montrent que les immigrants apportent un excédent net à la sécurité sociale depuis 20 ans. Enfin, les dépenses liées à la transition écologique, énergie renouvelable, transport propre, rénovation thermique sont fragmentées, dispersées entre plusieurs ministères, et souvent financées par des crédits ponctuels. Le plan de relance post-Covid a injecté 40 milliards d'euros dans ce domaine, mais sans coordination réelle. Résultat, des projets isolés, des subventions mal ciblées, et une absence de retour sur investissement mesurable. La France dépense beaucoup, mais ne transforme pas. La France collecte plus d'impôts que presque tous les pays européens, mais cette richesse fiscale n'est pas efficiente. Le taux de prélèvement obligatoire est de 45,5% du PIB, contre 38% en Allemagne et 32% aux États-Unis. Pourtant, le déficit persiste, parce que la structure des impôts est inadaptée à l'économie moderne. Les impôts sur le travail, cotisations sociales et impôts sur le revenu représentent plus de 60% des recettes, ce qui pénalise l'emploi et la création d'entreprises. Les cotisations sociales, payées à la fois par les employeurs et les salariés, sont les plus lourdes d'Europe. Elles représentent 14,5% du PIB, soit 350 milliards d'euros par an. Leur objectif initial était de financer la protection sociale, mais elles ont été augmentées sans réforme du système. Le résultat ? Des coûts du travail élevés, une compétitivité réduite, et une fuite des talents vers les pays où les charges sont plus légères. Une réforme radicale serait de les remplacer par une taxe générale sur la consommation, plus neutre et plus équitable. L'impôt sur les sociétés, fixé à 25%, semble compétitif, mais il est fortement affaibli par des déductions, des crédits d'impôt et des exonérations. En réalité, près de 30% des grandes entreprises paient moins de 10% d'impôts sur leurs bénéfices. Les multinationales utilisent des structures complexes pour déclarer leurs profits dans des juridictions à faible imposition, tandis que les PME françaises, moins dotées en ressources juridiques, paient leurs pleins tarifs. Cette inégalité creuse le fossé entre les acteurs économiques. La TVA, qui représente 30% des recettes fiscales, est la plus efficace, mais aussi la plus injuste. Elle frappe de manière uniforme les produits de base et les biens de luxe, sans distinction de revenus. Les ménages modestes y consacrent jusqu'à 15% de leur budget, contre 5% pour les plus aisés. Une réforme progressive, avec des taux réduits pour les produits essentiels, alimentation, énergie, transport, permettrait d'alléger le fardeau des classes populaires sans réduire les recettes. Les impôts locaux, taxes d'habitation, taxes foncières sont archaïques. La taxe d'habitation a été supprimée pour 80% des foyers, mais sa suppression n'a pas été compensée par une nouvelle source de financement pour les communes. Résultat, les collectivités perdent 10 milliards d'euros par an et doivent réduire les services ou augmenter la taxe foncière, qui touche surtout les propriétaires modestes. Ce système n'est plus adapté à la réalité immobilière contemporaine. Les impôts sur la fortune, comme l'ISF, impôt sur la fortune immobilière, ont été remplacés par l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, qui ne concerne que les patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros. Ce changement a réduit les recettes de 4 milliards d'euros par an. De plus, l'IFI est facilement contourné par la constitution de trusts, l'exportation de biens ou la donation anticipée. Il ne touche pas les actifs financiers, ni les entreprises, ce qui en fait un impôt très peu redistributif. Les droits de succession sont perçus comme un levier de justice sociale, mais leur assiette est trop étroite. Seuls 2% des décès donnent lieu à un paiement, car les seuils sont hauts et les exemptions nombreuses, transmission d'entreprise, dons entre époux. Ce système ne touche que les très riches, et ne contribue pas significativement au financement public. Il est à la fois inefficace et perçu comme injuste. Les recettes provenant des entreprises publiques EDF, La Poste, SNCF sont en baisse constante. Ces entreprises, autrefois génératrices de dividendes pour l'État, sont désormais maintenues artificiellement en vie par des subventions ou des garanties d'emprunt. Elles ne rapportent plus rien et drainent des ressources publiques. Leur privatisation partielle ou leur restructuration stricte pourrait libérer des milliards d'euros.
Les recettes liées à l'environnement, taxe carbone, péage urbain, redevances sur les déchets sont marginalisées. La France a mis en place une taxe carbone en 2014, mais son niveau est trop bas, 15 € tonne de CO, et elle est souvent suspendue lors des crises sociales. Une augmentation progressive, accompagnée d'une compensation ciblée aux ménages modestes, permettrait de générer 15 milliards d'euros par an, tout en réduisant les émissions. Les recettes de la TVA numérique, introduite en 2019, rapportent seulement 500 millions d'euros par an, loin derrière les attentes. Les géants du numérique Google, Amazon, Meta continuent de minimiser leur imposition en France grâce à des structures offshore. Une coordination européenne plus forte et des sanctions réelles seraient nécessaires pour rendre ce système efficace. Enfin, la fraude fiscale et l'évasion représentent entre 50 et 80 milliards d'euros par an selon les estimations de la Cour des comptes. La moitié provient des grandes entreprises, l'autre des particuliers fortunés. Les ressources de l'administration fiscale sont insuffisantes. 15 000 agents pour contrôler 30 millions de déclarations. Une refonte complète du service des impôts, avec des outils automatisés, des algorithmes d'analyse et une meilleure coopération internationale, pourrait récupérer plus de 30 milliards d'euros par an. Ce n'est pas une question d'idéologie, mais d'efficacité opérationnelle. La dette publique française, à 113% du PIB, n'est pas la plus élevée d'Europe, l'Italie et la Grèce sont au-dessus mais elle est la plus fragile. Sa composition est dominée par des obligations à long terme, mais avec une maturité moyenne de 8,5 ans, ce qui signifie qu'un quart de la dette doit être refinancé chaque année. À des taux d'intérêt de 3,5%, ce refinancement coûte aujourd'hui 10 milliards de plus par an qu'il ne coûtait en 2020, lorsque les taux étaient proches de zéro. Contrairement à une idée répandue, la dette n'est pas un cadeau de la Banque centrale européenne. La BCE a acheté massivement des obligations françaises pendant la crise du Covid, mais elle a cessé ses rachats en 2022. Depuis, les taux ont augmenté, et les investisseurs privés exigeant des rendements plus élevés. Le marché n'est plus un bailleur de fonds altruistes, il est un juge. Et il juge la France comme risquée. La capacité de remboursement de la France dépend de deux facteurs, la croissance économique et la stabilité des taux d'intérêt. Or, la croissance potentielle est tombée à 1,2% par an, contre 2% dans les années 2000. Les investissements productifs sont faibles, la productivité du travail stagne, et la main-d'œuvre se raréfie. Sans croissance, la dette devient une charge exponentielle. Le ratio dette-PIB n'est pas un indicateur absolu, mais il est un signal de confiance. Si les marchés doutent de la capacité de la France à réduire son déficit, ils demandent des primes de risque plus élevées. Cela se traduit par des taux d'intérêt plus élevés sur les bons du Trésor, ce qui augmente le coût du service de la dette. Ce n'est pas une hypothèse théorique, en 2023, la France a payé 1,2 milliard d'euros de plus en intérêts que l'Allemagne pour un volume similaire d'emprunts. Les réserves de change et les actifs de l'État ne compensent pas la dette. La France possède des participations dans des entreprises comme Renault, Total Energy ou Thales, mais ces actifs sont volatiles et ne peuvent pas être liquidés sans conséquences économiques. Ils ne sont pas des liquidités disponibles pour rembourser la dette. La notion des « actifs nets » est un mythe utilisé pour rassurer, mais elle ne correspond pas à la réalité budgétaire. Les projections du Haut Conseil des finances publiques montrent que, sans réforme, la dette atteindra 125% du PIB d'ici 2030. Ce n'est pas une catastrophe immédiate, mais un glissement progressif qui réduit la marge de manœuvre future. Quand une crise surviendra, guerre, pandémie, choc énergétique, l'État n'aura plus les moyens de réagir. Il sera obligé de choisir entre augmenter les impôts, couper les dépenses ou dévaluer la monnaie. La dette n'est pas un problème moral, mais financier. Elle n'est pas une honte, mais un risque calculable. Ce qui est dangereux, ce n'est pas le niveau de la dette, mais la certitude qu'elle continuera d'augmenter sans stratégie claire. Les pays qui ont réussi à réduire leur dette, comme l'Irlande ou le Danemark, l'ont fait en 10 ans, par des choix politiques cohérents, pas par accident. Les taux d'intérêt réels, ajustés à l'inflation, sont aujourd'hui positifs en France, contrairement à la période 2010 à 2020. Cela signifie que l'État emprunte à un coût supérieur à la croissance de son produit intérieur brut. Autrement dit, chaque euro emprunté génère moins de valeur qu'il ne coûte. Ce n'est pas un financement, c'est une perte nette. La dette est également un transfert de richesse vers les créanciers. Les 80% de la dette française sont détenus par des résidents. Banques, assureurs, caisses de retraite,
ménages. Ce sont les Français qui financent leur propre État. Ce mécanisme masque la gravité du problème. Nous ne devons pas à l'étranger, mais à nous-mêmes. Et nous payons des intérêts à nos propres épargnants, au lieu d'investir dans notre avenir. Le refinancement de la dette repose sur la confiance des investisseurs. Cette confiance est fragile. Elle dépend de la crédibilité des réformes, de la transparence des comptes et de la stabilité politique. Or, la France traverse des périodes de grande incertitude institutionnelle, avec des alternances politiques fréquentes et des promesses non tenues. Chaque crise politique réduit la confiance et augmente les coûts. Enfin, la dette publique n'est pas un obstacle à la croissance en soi, mais elle limite la capacité d'investissement. Quand 60 milliards d'euros vont aux intérêts, cela signifie que 60 milliards ne vont pas à la recherche, à l'éducation, à la transition écologique ou à l'innovation. C'est un coût d'opportunité colossal. La dette ne tue pas l'économie, elle l'étouffe en silence. Les réformes budgétaires en France depuis les années 90 ont toutes suivi le même schéma. Annoncer une réduction du déficit, puis faire des coupes symboliques dans des domaines peu visibles, avant de revenir à la case départ. La loi de 85 sur la consolidation budgétaire a réduit les dépenses de 2% du PIB, mais les effets ont été annulés dès 2000 par une hausse des dépenses sociales. Ce n'était pas une réforme, mais une pause. La réforme des retraites de 2010, qui a augmenté l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, a été jugée juste par les économistes, mais politiquement suicidaire. Elle a été mise en œuvre sans concertation large, sans accompagnement des travailleurs en pénibilité, et sans ajustement des conditions de travail. Le résultat ? Une mobilisation massive, une baisse de la confiance dans l'État, et un gel des réformes pendant une décennie. La réforme de la taxe d'habitation en 2018, bien que techniquement pertinente, a été mal conçue. Son abolition a été financée par une augmentation de la taxe foncière, qui a touché les propriétaires modestes, sans compenser les communes. Les élus locaux ont perdu leur autonomie financière, et les services municipaux se sont dégradés. Le gain budgétaire a été illusoire, les coûts indirects ont dépassé les gains. La réforme de l'impôt sur les sociétés en 2017, qui a baissé le taux de 33% à 25%, a été présentée comme un levier de compétitivité. Mais les entreprises n'ont pas réinvesti les économies fiscales. Elles ont augmenté leurs dividendes, racheté leurs actions, ou accumulé des trésoreries. La productivité n'a pas augmenté, les salaires non plus. La réforme a profité aux actionnaires, pas à l'économie réelle. La réforme de la fonction publique en 2019 a tenté de limiter les recrutements, mais sans réformer les carrières ni les modalités de travail. Les agents restent bloqués dans des postes obsolètes, les processus administratifs sont inchangés, et les outils numériques sont sous-utilisés. Le résultat, une baisse de la productivité, une dégradation du service public, et une frustration croissante des usagers. La réforme de la protection sociale en 2022, avec la création de la branche universelle, a été abandonnée après 6 mois. Elle aurait pu simplifier 400 régimes en un seul, mais elle a été perçue comme une attaque contre les droits acquis. Le débat a été instrumentalisé politiquement, et aucun compromis technique n'a pu être trouvé. La complexité est restée intacte. Les plans de relance post-crise, comme le plan de 2020, 100 milliards d'euros, ont été orientés vers des projets visibles, mais peu durables. Les fonds ont été attribués à des entreprises déjà solides, sans exigence de performance, de transparence ou de retour sur investissement. Les résultats attendus, création d'emplois, innovation, décarbonation n'ont pas été atteints. Les rapports d'évaluation sont restés confidentiels. Les réformes fiscales ont toujours eu pour objectif de gagner des votes, pas d'optimiser les recettes. La suppression de la taxe d'habitation, la réduction de l'impôt sur la fortune, la baisse des cotisations sociales pour les bas salaires. Toutes ces mesures ont été populaires, mais elles ont creusé le déficit. Le politique a pris le pas sur l'économique. Les réformes ont été conçues en mode urgence, sans vision à 10 ans. Chaque gouvernement réécrit les règles, sans respecter les précédents. Les lois sont abrogées ou modifiées en cours de route. Cette instabilité juridique décourage les investisseurs, les entrepreneurs et les citoyens. Personne ne peut planifier à long terme dans un environnement où les règles changent chaque année. Enfin, aucune réforme n'a été accompagnée d'un audit indépendant, d'un suivi transparent, ou d'une évaluation par des experts extérieurs. Les résultats sont cachés, les erreurs ne sont pas reconnues,
et les mêmes erreurs sont répétées. Le problème n'est pas l'absence de réforme, c'est l'absence de rigueur dans leur mise en œuvre. L'Allemagne a réduit son déficit de 6% à 0,4% du PIB entre 2005 et 2015 grâce à une réforme du marché du travail, appelée Agenda 2010. Elle a flexibilisé les contrats, réduit les allocations chômage à long terme, et encouragé la formation continue. Résultat, une baisse du chômage de 11% à 5% et une hausse de la productivité. La France pourrait adopter des mesures similaires, sans sacrifier la protection sociale, mais en la rendant plus ciblée. Le Danemark a réformé ses retraites en 2006 en les reliant à l'espérance de vie. Chaque génération part à la retraite plus tard, selon les progrès de la santé. Ce système est automatique, transparent et accepté par la population. Il évite les conflits politiques et garantit la viabilité financière. La France pourrait intégrer un mécanisme similaire, avec une indexation automatique, et non une décision politique annuelle. Les Pays-Bas ont réduit leur déficit en réformant leur système de santé. Ils ont introduit une concurrence entre mutuelles, une tarification transparente des soins, et un système de budget global pour les hôpitaux. Les coûts ont baissé de 12% en 10 ans, sans baisse de qualité. La France pourrait expérimenter ce modèle, en séparant le financement de la prestation, et en plaçant les patients comme clients. La Suède a créé un comité budgétaire indépendant, chargé de vérifier les prévisions du gouvernement. Ce comité publie des rapports annuels, critiques et accessibles à tous. Il a permis de réduire les projections exagérées de croissance et d'éviter les dépenses fantaisistes. La France pourrait créer un organisme similaire, avec des experts indépendants, un pouvoir de blocage et une obligation de transparence. La Finlande a réduit ses dépenses publiques en fusionnant 400 communes en 70. Cette réduction administrative a permis d'économiser 1,5 milliard d'euros par an. Les services sont restés identiques, voire améliorés, grâce à une meilleure concentration des ressources. La France, avec ses 35 000 communes, pourrait adopter un modèle de regroupement territorial, en commençant par les petites communes. Le Royaume-Uni a réformé ses impôts locaux en 2013 en remplaçant la Council Tax par une taxe sur la valeur foncière, recalculée tous les 5 ans. Ce système est plus juste, plus stable et plus prévisible. La France pourrait adopter un modèle similaire pour la taxe foncière, en intégrant la valeur réelle des biens, et non une estimation datant des années 70. L'Autriche a mis en place un système de dépenses conditionnelles. Les subventions aux entreprises ne sont versées que si elles respectent des critères de production locale, de réduction des émissions et de formation des employés. Ce système a réduit les fraudes, augmenté l'efficacité et créé des emplois durables. La France pourrait appliquer ce principe à toutes ses aides publiques. La Norvège a créé un fonds souverain, financé par les revenus du pétrole, qui finance les retraites futures. Il est maintenant de 1 300 milliards d'euros. La France pourrait créer un fonds similaire, financé par la vente partielle d'actifs publics, EDF, La Poste, Aéroports de Paris, et destiné à financer les retraites de demain. Ce n'est pas de l'épargne, c'est de la planification. La Belgique a réformé son système de santé mentale en décentralisant les financements et en créant des centres de soins communautaires. Les coûts ont baissé de 20%, les hospitalisations ont diminué, et la qualité a augmenté. Ce modèle, basé sur la proximité et la prévention, pourrait être testé en France dans les zones rurales. Enfin, l'Estonie a mis en ligne 99% de ses services publics. Tout est digitalisé, impôts, retraites, santé, éducation. Le coût administratif a été divisé par 4. La France, avec ses compétences technologiques, pourrait accélérer sa transformation numérique, en mettant fin aux paperasses, aux rendez-vous physiques inutiles et aux files d'attente. Le gain de productivité serait colossal. La France est prisonnière d'un système de représentation politique qui valorise les élections à court terme, pas les réformes à long terme. Les partis politiques savent que voter une hausse d'impôts ou une baisse de prestations est électoralement suicidaire. Ils préfèrent reporter, ignorer ou promettre des solutions impossibles. Le débat public est vide de contenu technique, rempli de slogans. Les syndicats, bien que légitimes, bloquent toute réforme structurelle sous prétexte de défense des droits. Ils ont raison de protéger les travailleurs, mais ils refusent de reconnaître que certains statuts sont obsolètes. La réforme des retraites en 2023 a été bloquée par des grèves,
alors que les données montraient que le système serait en déficit dès 2030. Le combat politique a primé sur la réalité économique. Les lobbies économiques influencent les décisions sans transparence. Les grandes entreprises, les professions libérales, les agriculteurs, les médecins, tous disposent d'un accès direct au ministre. Leurs revendications sont entendues, mais les intérêts généraux ne le sont pas. Les décisions sont prises pour protéger des minorités privilégiées, pas pour le bien commun. Les médias amplifient les conflits, pas les solutions. Les débats sur la réforme des retraites ont été dominés par des images de manifestations, pas par des analyses budgétaires. Les citoyens n'ont pas appris à lire les comptes publics, à comprendre les ratios, ou à évaluer les propositions techniques. L'éducation civique est absente du système scolaire. La culture politique française valorise la contestation, pas la responsabilité. Être contre une réforme est perçu comme un acte de courage. Être pour, comme un acte de trahison. Cette logique empêche toute discussion rationnelle. Les réformes sont vues comme des attaques, pas comme des ajustements nécessaires. Les élus locaux dépendent des financements de l'État, mais n'ont pas les outils pour les gérer efficacement. Ils ne peuvent pas augmenter les impôts locaux sans perdre des voix, et ne peuvent pas réduire les services sans être accusés de négligence. Ce piège les rend passifs, et empêche toute innovation territoriale. Les citoyens ne comprennent pas que les dépenses publiques sont financées par eux-mêmes. Ils pensent que l'État est une entité extérieure, qui peut dépenser sans limite. Cette ignorance nourrit l'illusion que les réformes sont une attaque, alors qu'elles sont une nécessité. La transparence budgétaire est la première étape de la responsabilisation. Les technocrates sont écartés des décisions. Les experts de la Cour des comptes, de l'INSEE, de l'OCDE sont consultés, mais rarement suivis. Les décideurs politiques choisissent les avis qui confirment leurs préjugés, pas ceux qui les confrontent. La science économique est traitée comme une opinion, pas comme une méthode. La peur du changement est plus forte que la peur du déclin. Les Français craignent de perdre un droit, même s'il est inefficace. Ils préfèrent un système inéquitable mais familier à un système juste mais nouveau. Cette inertie psychologique est plus difficile à combattre que les intérêts économiques. Enfin, il n'existe pas de mouvement citoyen organisé pour exiger une réforme budgétaire responsable. Il n'y a pas de campagne pour la transparence, pour la réduction du déficit, pour la sobriété publique. La société civile est silencieuse. Et tant qu'elle le sera, les politiques n'agiront pas. Pour redresser l'économie française, il faut un plan en 4 piliers. Réduction des dépenses non essentielles, modernisation des recettes, restructuration de la dette et restauration de la confiance. Ce n'est pas un programme idéologique, mais un plan technique, mesurable et réalisable en 10 ans. Premier pilier, réduction des dépenses publiques de 10% du PIB en 10 ans. Cela passe par la fusion des régimes de retraite en un seul, la suppression de 300 niches fiscales, la réduction de 30% des subventions aux entreprises non performantes et la rationalisation des collectivités territoriales en 10 000 unités au lieu de 35 000. Le tout sans toucher à la protection sociale de base, mais en la rendant plus efficace. Deuxième pilier, modernisation du système fiscal. Augmentation progressive de la TVA sur les produits de luxe et les services polluants, introduction d'une taxe sur les transactions financières, mise en place d'un impôt sur les fortunes mobiles, et création d'un système de contrôle automatisé des déclarations fiscales. Le but, augmenter les recettes de 50 milliards d'euros par an, sans pénaliser les classes moyennes. Troisième pilier, restructuration de la dette. Refinancement de la dette à long terme, vente partielle d'actifs publics, EDF, Aéroports de Paris, La Poste, pour constituer un fonds de stabilisation, et limitation stricte des nouveaux emprunts aux seuls investissements productifs. Le déficit structurel doit être ramené à 1% du PIB d'ici 2030. Quatrième pilier, restauration de la confiance. Création d'un conseil indépendant des finances publiques, publication mensuelle des comptes publics en open data, obligation de transparence pour tous les projets de loi ayant un impact budgétaire, et réforme de l'éducation civique pour enseigner la gestion des finances publiques dès le collège. Ce plan ne sera pas populaire. Il entraînera des pertes de revenus pour certains, des suppressions de postes, des fermetures administratives. Mais il évitera une crise financière majeure, une perte de souveraineté et une chute de la valeur de la monnaie. Il ne s'agit pas de faire plaisir, il s'agit de sauver l'État. Il n'y a pas de solution magique. Pas de croissance miraculeuse.
Pas de pillage de riches. Pas de printemps budgétaire. Seulement des choix difficiles, pris avec lucidité, et mis en œuvre avec rigueur. Nous avons les moyens. Nous avons les expertises. Nous avons les exemples. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Et la volonté citoyenne. Si vous avez lu jusqu'ici, vous savez que le problème n'est pas inconnu. Il est connu, analysé, documenté. Ce qui manque, c'est l'action.